Le suicide de Jacqueline Picasso l'avait inspiré le peintre. Avant de l'épouser, elle ne s'était jamais vraiment remise de sa disparition. Les clignotants de l'économie française, feu rouge sur le commerce extérieur avec un gros déficit au mois de septembre, feu orange sur l'emploi avec un léger mieux pour ce même mois. 2 heures pour discuter d'union, Barre et Giscard se sont vus aujourd'hui dans la plus grande discrétion. Juste avant Paris, Albertville, dans la dernière descente olympique, la Savoie vient de passer l'oral devant les jurés du Comité olympique international. Ce mercredi 15 octobre, voici 572 jours que sont détenus Marcel Carton et Marcel Fontaine. 511 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. 221 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin, nos amis d'Antenne 2, et 161 jours pour Camille Sontag. Il y a toujours 7 otages détenus au Liban. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau décor du journal, un décor qui nous accompagnera dorénavant dans toutes nos éditions. Il est signé par Michel Milcan et son équipe et nous devons sa construction aux artisans de la SFP. J'espère qu'il vous plaira tout autant qu'à nous tous. À la une de ce journal, une disparition, celle de Jacqueline Picasso, la seconde épouse du peintre. Elle avait été sa muse avant d'être sa compagne. On lui doit entre autres la magnifique collection de tableaux donnée à ce que l'on appelle maintenant le musée Picasso à l'Hôtel Salé de Paris. Jacqueline Picasso s'est donné la mort, elle avait 60 ans et elle ne s'était jamais vraiment remise de la disparition de Pablo Picasso qui était entré dans sa vie en 1953. Pierre Champetier. Jacqueline. 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 La femme distinguée, la Madone, la Vestale et la Chatte, la déesse orientale et la divinité grecque. Pour Picasso, elle était tout cela à la fois. Pas un sourire, nulle trace de séduction, mais ce regard farouche, impérieux, ce visage charpenté qui exprime avec force une volonté, une âme. Pendant leurs 20 ans de vie commune, Picasso n'a cessé de questionner le mystère de ce visage, de se cogner à sa vérité, de faire subir à sa beauté toutes les métamorphoses. L'homme était amoureux, le génie était fasciné. Elle n'a pas admis la mort de Picasso. Jamais elle n'a admis la mort de Picasso. Je lui ai dit un jour, je lui ai dit, au fond, tu n'as jamais admis la mort de Picasso. Et elle m'a répondu, tu es le premier à me le dire, mais c'est ça. Et au fond, on a aujourd'hui un aboutissement tragique de ces retrouvailles. Jacqueline Picasso reposera aux côtés de son mari, au château de Vauvenargues, leur dernière demeure. L'actualité de ce soir est aussi dominée par les clignotants qui s'allument sur le tableau de bord de l'économie avec du mieux et du pire. Côté amélioration, c'est le chômage qui a baissé d'un demi-point, septembre 0,5%. Cela fait 12 400 chômeurs inscrits de moins. Des chiffres préoccupants en revanche pour le commerce extérieur qui accuse pour ce même mois de septembre un déficit de 2,9 milliards de francs. 2 chiffres importants que l'on peut commenter ce soir, Gérard Morin. Oui, depuis un an, on est habitué, les résultats du commerce extérieur sont plus souvent en dessous de la ligne qu'au-dessus. Les déficits sont plus nombreux que les excédents et celui de septembre est une mauvaise nouvelle. 2 milliards 900 millions de francs de différence entre les achats et les ventes, c'est beaucoup. On nous explique que la facture énergétique s'est un peu alourdie par rapport au mois d'août et juillet, mais il faut savoir que le pétrole est quand même beaucoup moins cher que l'an dernier, 2 fois moins cher. La chose la plus importante à retenir ce soir, c'est que notre industrie ne rapporte presque plus rien en solde commercial. L'excédent des échanges industriels approche zéro, car la reprise de l'économie ces derniers mois en France a surtout fait augmenter les achats de biens à l'étranger. Il y a un vrai problème de compétitivité des entreprises et il sera difficile de finir 1986 avec un excédent commercial de 10 milliards de francs comme le gouvernement l'envisageait. La manne pétrolière est partie en fumée à l'étranger. Alors ça c'est la mauvaise nouvelle. La petite bonne nouvelle, c'est un léger mieux sur le front de l'emploi. Très léger mieux qui est surtout expliqué par le succès des mesures prises en faveur des jeunes. 400 000 embauches depuis le mois de mai. Les entreprises ont répondu aux incitations lancées par le gouvernement. Par ailleurs, les travaux d'utilité collective, les TUC, ont trouvé de nouveaux adeptes. Mais attention, le chômage des 25-50 ans augmente. C'est donc une accalmie assez relative dans la tempête du chômage.
Bizarre, vous avez dit bizarre, bizarre en effet, ou tout le moins mystérieuse la rencontre presque secrète de Valéry Giscard d'Estaing et de Raymond Barre. Un mystère soigneusement entretenu pour 2 heures d'un tête-à-tête sur lequel chacun s'interroge. Le détective Olivier Lerner-Watson s'est donc immédiatement mis en filature. Voici ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Monsieur Barre est rentré par ici tout à l'heure. Vous savez pas par où il est sorti? Non, je sais pas. Il est pas ressorti par le même endroit? J'ai pas vu. Vous l'avez vu rentrer? J'ai vu rentrer, mais j'ai pas vu ressortir. Domicile Champ de Mars, bureau boulevard Saint-Germain, refuge Assemblée nationale où il est facile d'entrer par une porte et d'en ressortir par une autre pour éviter micros et caméras. Domicile 16e arrondissement, bureau rue François 1er, un parcours habituel pour Valéry Giscard d'Estaing, un itinéraire beaucoup plus rare pour son ancien Premier ministre et son chauffeur. D'ailleurs, la voiture s'est perdue dans Paris, volontairement il est vrai, pour se rendre sur les lieux du rendez-vous. 10 h ce matin, nous retrouvons enfin la voiture de Raymond Barre garée devant les fenêtres du bureau de VGE. Le tête-à-tête aura duré 1 h 45 minutes et comme il en a pris l'habitude, Raymond Barre n'a rien à déclarer. Il faudra attendre la fin de l'après-midi pour retrouver Valéry Giscard d'Estaing au siège de l'UDF à Paris. Le bureau politique est réuni. François Léotard est arrivé le premier, discrètement. Valéry Giscard d'Estaing lèvera finalement le voile sur cette rencontre qui s'est déroulée sans aucun témoin. J'ai reçu ce matin pour un entretien M. Raymond Barre, ce qui est tout à fait naturel vis-à-vis de quelqu'un qui a été pendant 5 ans mon Premier ministre et qui joue un rôle important dans la vie politique de notre pays. Je pense que vous voulez me dire, avez-vous parlé de l'élection présidentielle? Non. C'est simple, M. Raymond Barre ne m'en a pas parlé. Quant à moi, j'ai indiqué à plusieurs reprises que je ne prendrai de position sur l'élection présidentielle que dans 1 an, à partir de l'automne de 1987. Et je définirai mon attitude en fonction de l'intérêt national. Je prendrai ma position en tenant compte de la situation de notre pays, des résultats de l'action du gouvernement et de l'attente de l'opinion. Oui, Raymond Barre ajoute en écho avec cette phrase tout à fait barriste, toute cette agitation est sans fondement et inopportune. Et c'est vrai, ce soir, Paul Amar, on n'en sait pas beaucoup plus. C'est même un comble. Les journalistes qui ont couvert le sommet Reagan-Gorbatchev ont eu plus de chances que nous. Impossible d'avoir l'image de ce tête-à-tête franco-français, porte close et bouche cousue. Et nous serions restés sur notre faim si Valéry Giscard d'Estaing avait eu la gentillesse de répondre aux questions des journalistes et de préciser le contenu de l'entretien. Gentillesse à l'égard de mes confrères seulement, parce qu'il suffisait d'écouter entre les mots pour entendre une autre musique et comprendre le sens exact de ses propos. Alors décryptons et disons brutalement ce que Valéry Giscard d'Estaing susurre. Cette rencontre ne sonne en aucun cas le ralliement de l'ancien président à la candidature de Raymond Barre à l'Élysée. Cette mise au point est destinée à mettre un terme à la rumeur qui courait dans Paris et qui faisait de Valéry Giscard d'Estaing le futur président du comité de soutien à Raymond Barre. Une rumeur née de la guerre psychologique que les candidats à l'Élysée mènent depuis quelques semaines. Chacun à sa façon, mais tous au grand jour. Et c'est cela qui intrigue. L'élection n'a lieu en principe que dans 17 mois. En principe. J'ajoute ce sondage qui intéressera tous les candidats précisément, ce sondage BVA Paris Match sur les cotes de popularité de François Mitterrand et de Jacques Chirac, donc du président et du Premier ministre. Un bon score partagé avec plus 3 points pour le président qui recueille maintenant 58% d'opinions favorables. Jacques Chirac de son côté gagne 6 points avec 50% de ces mêmes opinions favorables. Et si nous parlions de la participation, souvenez-vous, De Gaulle en avait fait son cheval de bataille. C'est l'idée de l'association miraculeuse du capital et du travail. Avec un coup de pouce aujourd'hui pour cette participation qui s'enrichit de 2 ordonnances. La première en étant le champ et la seconde codifie la présence des salariés dans les conseils d'administration. Alors il faut quand même savoir que cette participation est déjà appliquée avec plus ou moins de bonheur dans diverses entreprises. Et pour vous en parler, Véronique Auger et Gilles Doblard ont choisi l'exemple des grandes surfaces Auchan. Auchan fait son beurre. Ses 15 000 employés en profitent. Depuis 10 ans, en plus de leur salaire, ils reçoivent un quart des bénéfices. Le reste est partagé entre les impôts et les propriétaires fondateurs des magasins. Un quart des bénéfices pour le personnel, c'est 3 fois plus que ne l'impose la loi sur la participation. L'an dernier, Auchan a distribué 83 millions de francs. Chacun a reçu une part du gâteau proportionnelle à son salaire. La somme est exonérée d'impôts, de cotisations sociales. En échange, elle est bloquée pendant 5 ans dans le fonds commun de placement appelé Valauchan. Valauchan, qu'est-ce que c'est? C'est un portefeuille composé de 70% d'actions Auchan, de 10% d'actions d'entreprises appartenant à Auchan, comme Decathlon ou Flunch,
et de 20% d'actions et d'obligations cotées en bourse. En 10 ans, Val-Auchan est devenu le premier fonds commun de placement privé de France. La participation, c'est facile et ça rapporte, surtout si on y rajoute des versements volontaires. Un montant échelonné sur 5 ans, ça varie 120 000 francs à peu près. Je suis là depuis 11 ans et je suis actionnaire depuis 10 ans. Ça fait 90 000 francs. Qu'est-ce que vous en avez fait? Moi, j'ai acheté une maison. Aujourd'hui, je peux dire que je suis entre guillemets une capitaliste, puisque je n'ai pas honte à le dire, j'ai aujourd'hui à peu près 450 000 francs dans mon portefeuille. Et vous savez comment va la bourse en ce moment? Non, pas du tout. Mais vous savez comment va l'action Auchan? Va très bien, va très bien. La participation rapporte aussi à l'entreprise. Elle lui évite souvent d'avoir à emprunter pour investir, car les sommes distribuées, plus les versements volontaires des salariés, restent dans les caisses d'Auchan grâce au fonds commun de placement. Ça a permis donc d'ouvrir 7 à 8 magasins de plus. C'est pas du tout indifférent sur les investissements qu'on a effectués. Ça a permis de créer aussi environ 3 à 4 000 emplois supplémentaires. Le personnel actionnaire a un représentant au conseil d'administration. L'information économique circule. La direction passe son temps à innover dans le domaine social. Résultat, les syndicats ne font pas recette. Les gens n'ont pas envie vraiment de chercher à se défendre, ils n'ont pas de raison. Les syndicalistes eux-mêmes se prennent au jeu. Monsieur Burlot possède l'un des 3 plus gros portefeuilles de son magasin. Les députés face au budget, on est entré aujourd'hui dans le vif du sujet après la présentation hier du projet gouvernemental par Édouard Balladur. 64 pages pour une très grosse loi de finances. Le devant de la scène était donc occupé aujourd'hui par ceux que l'on appelle les ténors. Et dans la salle, il y avait Daniel Brem et Pascal Guimier. Orchestre socialiste au grand complet venu soutenir son ténor Laurent Fabius. Pour l'ancien Premier ministre, la cause est entendue, le gouvernement actuel fait beaucoup moins bien que le sien. Un discours dense, lu sans passion et reçu par la majorité dans une indifférence polie. Pour Laurent Fabius, le budget 87 est injuste, un budget de division nationale, en fait un budget pour les riches. Les grands gagnants, ce sont les hauts revenus et les grandes fortunes. Les grands perdants, ce sont les classes moyennes. Et ceux qui perdent plus souvent qu'ils ne gagnent, ce sont les bas revenus. Ce n'est pas ainsi, croyons-nous, par une politique de division, qu'on obtiendra un effort uni de la nation. Progressivement, y compris au sein de votre majorité, le cercle de la méfiance commence à se refermer sur vous. Pour le Front National, pas de doute, le budget de M. Balladur a comme un arrière-goût de socialisme, un credo que Jean-Marie Le Pen résume en chanson. Mitterrand est roi, Chirac est sa reine, c'était pas la peine, c'était pas la peine, c'était pas la peine assurément de changer de gouvernement. Côté bariste, une mélodie plutôt en demi-teinte, on ne veut surtout pas avoir l'air de critiquer le gouvernement, même si l'on estime que pour l'investissement, il peut beaucoup mieux faire. La France traverse de dures épreuves. Elle attend de nous, mes chers collègues, que nous parlions le langage de l'Union. L'UDF, pour ce qui la concerne, montrera son sens de l'intérêt général. Et s'il vous presse de tenir compte de ces suggestions, le groupe dont j'ai l'honneur d'être le porte-parole aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État, ne vous marchandera pas son soutien. Les communistes, pour leur part, ont à nouveau entonné l'air de la lutte des classes. En contrepoint, le RPR, pour qui le budget cette année se pare de toutes les vertus. François Mitterrand marque son terrain. Il a tenu aujourd'hui un conseil restreint sur les problèmes de défense. Ce ne serait qu'une information politique parmi d'autres si le chef de l'État n'avait rappelé solennellement il y a quelques jours sa prépondérance dans ce domaine justement de la défense. Je voudrais maintenant vous montrer un livre, un ouvrage qui paraît tous les ans. Ce n'est pas un best-seller, mais c'est un livre que chacun devrait avoir à portée de la main. Ce livre, le voici, c'est le rapport annuel d'Amnesty International, un document qui donne chaque année à réfléchir puisqu'il dresse l'état des libertés dans le monde. C'est un rapport accablant, cette année encore, 430 pages pour dénoncer les emprisonnements arbitraires, la torture et les exécutions dans 128 pays dans le monde, avec quand même, il faut le dire, quelques éclaircies, notamment en Amérique latine. Un document qui d'ailleurs résonne de bien curieuse manière au lendemain du choix d'Elie Wiesel comme prix Nobel de la paix.
car des États et des gouvernements continuent donc de tuer et de torturer un peu partout sur la planète, avec des témoignages très révélateurs. Écoutez cet homme qu'ont rencontré Daniel Lecomte et Gilbert Uzan. Miguel Olchez, il a aujourd'hui 40 ans, argentin, assistant à l'université de Rosario jusqu'en 1977. Cette année-là, sa vie bascule en une fraction de seconde. À 2 pas de chez lui, des hommes l'enlèvent, puis le séquestrent plusieurs jours. Yeux bandés, mains, pieds et coups liés, brutalité et menaces de mort. La chose qui était pénible, c'était la sensation d'humiliation et la sensation d'aller mourir. Aller mourir assez rapidement, comme ça, parce que toutes les personnes que je connaissais, qui avaient été arrêtées, ceux qui étaient, ou bien étaient disparus, portés disparus, ou bien ils sont apparus sur un pont, morts, quoi. Mais voilà, de victime, Miguel est devenu soignant, ici au COMED, une association hébergée par l'hôpital Claude Bernard, à Paris. Une association qu'il dirige et qui se donne pour but de prendre en charge les réfugiés politiques victimes de torture. Est-ce que je pourrais avoir le service des urgences, s'il vous plaît? Chaque jour, Miguel Olchez et son équipe reçoivent une trentaine de patients, du Zaïre, du Chili et du Sri Lanka principalement. Vous ne les verrez pas, ou peu, sauf exception comme ici, ils fuient devant la caméra, c'est le syndrome des torturés. Parmi les nationalités que vous recevez, est-ce qu'il y a des gens qui sont victimes plutôt d'un sévice plutôt qu'un autre? Alors, je dirais plus, par exemple, par rapport aux brûlures de cigarettes qui sont quand même très très typiques. Bon, je dirais c'est plus en Extrême-Orient, l'Iran, l'Irak. Hein, et tout ce qui est objet contentants, coups de matraque, etc. Ça, c'est plutôt l'Afrique. Pour ce qui concerne les Tamouls, c'est plus des circonstances de détention qui sont très très longues, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir de procuration du juge pour avoir des détentions jusqu'à 18 mois sans ordre particulier. Et alors là, on a beaucoup de coupures et de séquelles par plaies armes blanches. À ces dégâts physiques, il faut ajouter l'exil et les ravages dans la tête, ce qu'on résume ici par cette expression, coupable d'être toujours vivant, alors que les autres sont restés là-bas, entre les mains des tortionnaires. Pas de médicaments pour cela, ni de remède miracle, simplement la compréhension, l'écoute et surtout le temps, beaucoup de temps. Au lendemain du sommet de Reykjavik, Moscou fait un gros battage autour du retrait de 6 régiments soviétiques d'Afghanistan. Cela fait 8 000 hommes sur les 120 000 engagés dans la région, un geste au mieux symbolique qui de toute façon ne modifie pas l'état des forces en Afghanistan. Les autorités soviéto-afghanes avaient d'ailleurs convié de nombreux journalistes occidentaux, ce qui est très rare, pour assister donc à ce retrait de 6 divisions soviétiques. Toujours pas de solution en vue à Jérusalem, qui est dans l'attente d'un gouvernement. L'ancien Premier ministre, Shimon Peres, et le futur nouveau, Yitzhak Shamir, incapables de se mettre d'accord sur la constitution du nouveau cabinet. Un gouvernement qui devrait compter un ou plusieurs membres des partis ultra-religieux qui appartiennent à la coalition conservatrice. Ils sont peu nombreux, mais ils font la différence dans la recherche d'une majorité. Alors, qui sont les ultra-religieux et quel est leur poids réel dans le pays? C'est le 3e volet de l'enquête de Gérard Rinet et de François Granier. Un vendredi après-midi, les plages de Tel Aviv. Ici, on ne se préoccupe guère des interdits du Shabbat. À la même heure, à Jérusalem, le quartier de Mea Sharim, la citadelle des ultra-orthodoxes. Entrer dans ce quartier, c'est faire un vertigineux plongeon dans l'histoire. Le temps semble s'être arrêté. Ce sont les Juifs, venus successivement d'Europe centrale et d'Union soviétique, qui forment le noyau dur de cette population. Ici, on ne plaisante pas avec l'ordre moral. Partout, des affiches mettent le visiteur en garde. Depuis quelques années, les ultra-religieux, avec l'aide financière de la communauté juive orthodoxe américaine, sont sortis de ce traditionnel bastion. Les quartiers pieux ne cessent de s'étendre. Une montée en puissance qui inquiète les laïcs, d'autant que les ultra-religieux à Jérusalem avoisinent déjà les 25% de la population. Avec la plupart d'entre eux, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils veulent que je devienne religieux, même si je ne le veux pas. Alors, si l'on y prend garde, dans 10 ans,
Non seulement les ultra-orthodoxes contrôleront Jérusalem, mais aussi la plupart des colonies de peuplement juives. Et là, le danger, c'est qu'il n'y aura plus de tolérance. Changement de décor, nous sommes dans l'une des 30 écoles talmudiques de Jérusalem, spécialisées dans le retour à la foi. Les jeunes s'y bousculent, à la recherche de leur identité, la fréquentation a augmenté de 30 à 40% en un an. Et c'est là que j'ai rencontré mon rabbin, monsieur le Ramakan, qui m'a offert une approche vers ce que je recherchais, c'est-à-dire un retour aux sources. Et j'ai compris que j'avais une possibilité d'arriver à un équilibre profond, une compréhension de moi-même. 10 000 familles, 50 000 personnes comme Patrice ont franchi le pas l'an dernier. Car il ne s'agit pas d'un simple retour au judaïsme, mais bien d'un changement de vie. Et chaque fois, comme pour bien marquer ce passage, une cérémonie symbolise l'entrée dans la communauté ultra-orthodoxe. Ultra-religieux contre juifs laïcs, voilà peut-être l'un des nouveaux clivages d'une société israélienne en éternelle interrogation. Des prix Nobel en cascade, c'est sans doute affaire de saison. Aujourd'hui, ce sont les scientifiques qui sont à l'honneur avec le prix Nobel de chimie qui couronne 3 savants qui ont consacré leur vie à ce que l'on appelle la recherche fondamentale. Ils sont américains, taïwanais et canadiens. Le prix Nobel de physique récompense des travaux plus concrets puisque les lauréats ont permis la création d'un nouveau type de microscope. Explication de Patrick Esther. Prendre n'importe lequel de ces grains de sable, l'agrandir jusqu'à lui donner la surface de la place de la Concorde, afin d'en découvrir tous les secrets, voici le type d'image que peut fournir le microscope électronique conçu dès les années 30 par l'allemand Ernst Ruska. Dans ce microscope, la lumière est remplacée par des faisceaux d'électrons qui visualisent l'image sur un écran de télévision. Ernst Ruska, qui n'y croyait plus, a donc reçu le prix Nobel une 50aine d'années après sa découverte. Un prix partagé avec le Suisse Rohrer et l'Allemand Binning, qui ont franchi récemment l'étape suivante sur le chemin de l'infiniment petit. Leur microscope à balayage permet des agrandissements de 100 millions de fois. Notre grain de sable deviendrait grand comme le département de l'Eure-et-Loire. À ces grossissements, même les molécules deviennent visibles. Et lorsque l'on recompose grâce à un ordinateur les mesures enregistrées par ce microscope, la surface la plus lisse des métaux ressemble à de véritables montagnes. Un attentat à la voiture piégée hier soir à Barcelone en Espagne. Il y a 1 mort et 18 blessés. Pas de revendication pour l'instant, mais l'explosion s'est produite à proximité d'une caserne de la police et les enquêteurs soupçonnent le TA militaire. Les journaux espagnols font par ailleurs remarquer que cet attentat intervient alors que Barcelone défend sa candidature pour les prochains Jeux Olympiques. Effectivement, c'est vendredi qu'on connaîtra le choix du Comité olympique international pour ces Jeux de 1992, hiver comme été. Aujourd'hui, nous en étions à l'oral pour les candidatures d'hiver avec bien sûr Albertville sur la ligne de départ. Tout cela se passe à Lausanne, en Suisse. Vous êtes en direct avec nous, Gérard Rolls, je vous vois, voilà, vous êtes en direct avec nous, vous tapez à la machine et j'imagine que la tension commence à monter dès maintenant. Oui Bernard, la tension monte et en particulier dans la salle de presse ici où sont rassemblés près de 900 journalistes. Il y a 40 chaînes de radio qui suivent les événements ici, il y aura 45 chaîne de télévision qui veut retransmettre en direct vendredi à 13h30 la décision olympique concernant les villes donc pour 92. C'est, disons, la grosse effervescence ici, avec quand même, comme dans la tragédie classique, un très bel avantage, c'est l'unité de lieu. Tout se passe ici dans le palais Beaulieu à Lausanne et c'est très pratique. Avec une ambiance étonnante, un mélange de grandes compétitions sportives, un peu style Coupe du Monde, Jeux Olympiques, un peu aussi le lycée, la sortie du lycée juste après l'oral du bac, où les parents se demandent alors ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, et puis un petit côté aussi commercial au rez-de-chaussée avec les stands des villes candidates pour ces Jeux Olympiques. Et là, lesquelles deux françaises. Oui, tout à fait Bernard. En image maintenant, ces stands. Ce petit côté salon de l'auto, vous allez voir. Ambiance au Palais Beaulieu, avec des chœurs, avec du cœur, tout le monde y met du sien.
Alors on parle beaucoup, donc on boit, et comme on boit, évidemment, on parle beaucoup. C'est normal, c'est la vie. Bon, allez, soyons sérieux. Tout le monde est ici en fait pour travailler, pour s'informer, pour expliquer et finalement pour décider quelles seront les 2 villes choisies pour les Jeux Olympiques de 1992. Pendant que les membres du comité olympique au premier étage écoutent les représentants des villes candidates, dans les stands des 13 délégations, on tente de séduire. Chacun son style. Berchtesgaden, par exemple, a choisi la musique de chambre. Pour les Italiens de Cortina, c'est plutôt la vidéo. Il y a les hôtesses, il y a du solide pour Birmingham, avec des plans. Et puis, pour Amsterdam, ou plutôt contre ici, une manifestation d'écologistes, sans incident il est vrai. Paris a choisi le culturel, avec des statues, une atmosphère et un dossier très solide, mais Paris, ce sera pour demain. Donc le décor est planté avec vous, Gérard, maintenant, mais l'événement de la journée, c'est donc la candidature d'Albertville et plus largement de la Savoie pour donc ces Jeux Olympiques d'hiver, avec ce coup de pouce inattendu de Jacques Chirac, qui est donc arrivé tout à l'heure pour prêter main forte à l'équipe Barnier-Kelly. Oui, c'est vrai, Bernard. Le Premier ministre est arrivé en début d'après-midi, accueilli d'ailleurs à l'aéroport par Jean-Claude Killy. Michel Barnier était lui déjà ici. Et j'avoue que la venue du Premier ministre a véritablement impressionné tout le monde. Alors, évidemment, cela a impressionné les Savoyards, Michel Barnier et Jean-Claude Killy aussi, qui étaient là, et ça a surtout impressionné les membres du CIO qui étaient rassemblés là-haut, parce que c'est vrai que c'est un véritable coup de pouce donné à la candidature d'Albertville, qui est déjà en elle-même, il faut l'avouer, une candidature plus que sérieuse. Et puis c'est aussi pour le Premier ministre une façon de prendre date, de dire je soutiens Albertville, qui a beaucoup de chance, c'est vrai, d'obtenir les Jeux d'hiver, et puis je soutiendrai demain Paris, qui a, elle, moins de chance. Alors, je vous propose maintenant de revenir un tout petit peu en arrière. Il était 15 h cet après-midi, dans la salle principale, là-haut, au premier étage, au moment où Jacques Chirac, avec à sa gauche Michel Barnier et Jean-Claude Killy, présentait la candidature d'Albertville et expliquait comment les choses allaient se passer. Petite chance là-bas. En tant que Premier ministre, je suis solidaire des 2 candidatures. En tant que maire de Paris, je suis naturellement le défenseur ardent de la candidature de Paris, et je dois dire que les 2 ne me semblent pas du tout contradictoires, bien au contraire. Mais en tant que chef du gouvernement, j'ai bien conscience du fait que s'il serait souhaitable que nous ayons l'ensemble de ces Jeux, parce que c'est le centenaire, nous ne serons pas candidats ensuite. Si nous avons satisfaction, bien entendu, sinon nous serons à nouveau candidats. Mais en tant que chef du gouvernement, je souhaite bien sûr que nous ayons d'abord et en priorité les Jeux d'été, parce que ce sont les plus importants, mais je souhaite aussi ardemment que nous ayons les Jeux d'hiver. Alors en ce mercredi, et enfin, vous êtes optimiste pour Albertville? Je suis optimiste pour la France. Jacques Chirac a raison d'être optimiste apparemment, puisque le dossier d'Albertville, le dossier de la Savoie, est particulièrement bien ficelé. Je vous propose tout de suite de feuilleter ce dossier avec Alain Doubesky sur ce qui va se passer, ce qui se passera peut-être à Albertville. C'est dans ces montagnes, un des plus beaux domaines skiables du monde, que pourraient se dérouler les Jeux Olympiques d'hiver 1992. Énorme complexe touristique, 250 000 lits déjà existants. Si la Savoie est retenue pour accueillir les Jeux d'hiver, à Albertville serait construit un parc olympique ultramoderne. Dans le futur stade de 30 000 places se dérouleraient les épreuves de patinage de vitesse. Après les Jeux, ces bâtiments deviendraient propriété de la ville. Il n'y aura pas de gabegie et tout servira. Nous pensons d'ailleurs qu'Albertville est une ville qui doit se développer géographiquement dans les années à venir, dans les débuts de l'an 2000, et que très certainement toutes ces salles serviront à notre population. Moutier, un peu plus haut dans la vallée, serait le centre technique des Jeux. Là seraient installés les équipements pour la presse et la radio-télévision. Bride-les-Bains, dans cette station thermale, serait construit un village olympique de 3800 lits. Si quelques installations lourdes devaient être construites, la plupart des sites sont en état. Exemple, sur le plateau des Saisies auraient lieu les compétitions de biathlon et de ski de fond, les parcours existent déjà. Val d'Isère, Tignes, les Trois-Vallées ont été choisis pour le ski alpin, c'est-à-dire descente, slalom spécial, géant et super géant. À Courchevel se tiendraient les épreuves de saut à ski et combiné nordique. À La Plagne serait construite une piste de bobsleigh. Les démonstrations de ski de vitesse et de ski artistique auraient lieu aux Arcs.
Peu de travaux à effectuer donc pour les sites où se dérouleraient les épreuves. Au total, 3 milliards de francs de dépenses sont prévus. Elles seraient couvertes aux 2/3 par les droits de télévision. Mais si les aéroports sont nombreux dans la région, si une prolongation du TGV est déjà prévue, il faudra revoir le réseau routier. Une seule route, la N90, dessert tous les sites olympiques. C'est un défi que lance la Savoie. Profitant des sites naturels exceptionnels, la région se mobilise afin de construire les équipements qui lui manquaient. Oui, Gérard, alors je vois à côté de vous Michel Barnier, très attentif à ce reportage. Monsieur Barnier, bonjour. Nous n'avons pas beaucoup de temps car le temps court très vite, mais on ne voulait pas se priver de votre présence ce soir. Votre impression de potage à la sortie de cet examen, comment ça s'est passé? Écoutez, c'était un moment important parce que c'est toujours un peu sur la dernière impression qu'on peut être jugé. C'était cependant aussi l'aboutissement de 5 années de travail avec toute notre équipe, avec Jean-Claude Killy. Il me semble qu'avec le film de Robert Henrico, qui a beaucoup touché les membres du CIO, l'exposé que nous avons fait avec Jean-Claude, l'intervention du Premier ministre, nous avons bien confirmé l'image qui est la nôtre et qui devrait, je l'espère, nous permettre de gagner, de mériter la confiance du CIO vendredi matin. Alors Jean-Claude, c'est Jean-Claude Killy, je le précise. Tout à fait. Gérard. Oui, non, la question c'est, on vous a posé beaucoup de questions et ça finalement c'est bon signe. Ça veut dire qu'on s'est vraiment intéressé à votre cas. Nous avons parlé pendant 30 minutes, y compris le film, et pendant 20 ou 25 minutes, on nous a posé beaucoup de questions sur les problèmes de transport, de distance, de santé, de couverture, de sécurité, et puis également sur le problème culturel que nous proposons, l'accueil de tous les jeunes du monde entier que nous voulons accueillir en Savoie, dans la province de Savoie, durant les périodes qui précédera les Jeux. Bon, le petit message pour les Savoyards qui vous écoutent ce soir, là, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Il faut y croire? Je crois qu'ils ont des raisons d'être fiers de ce que nous avons fait tous ensemble, par-dessus les querelles de vallées, de clochers, par-dessus les querelles politiques. Je répète que c'est une grande chance, à la fois pour un homme politique comme moi, que de pouvoir s'attacher à un tel dossier qui a permis de rassembler tout le monde. De toute façon, nous avons gagné en unité, nous avons gagné en notoriété. Je pense que nous avons une chance sérieuse de gagner les Jeux Olympiques. Michel Barnier, merci. Désolé d'interrompre cette conversation fort intéressante, mais il est 20h32, il nous faut rendre bientôt l'antenne. J'ai une information à vous donner et ensuite je demanderai à Brigitte Simonetta de nous communiquer la météo. Cette information vient de m'arriver. Elle fait état d'une explosion près du mur des Lamentations à Jérusalem, donc sans doute un attentat. Une explosion peu après 17h qui aurait fait de nombreux blessés. C'est une dépêche très courte qui vient tout juste de m'arriver. Je pense que d'autres informations à la fin de ce journal ou dans le dernier journal. Avec vous, Brigitte, maintenant la météo, une météo assise aujourd'hui. Oui. Alors je dirais que l'automne petit à petit fait son nid. Alors bien sûr, il y a plusieurs raisons à cela, dont 2 essentielles que nous allons regarder sur la photo satellite. La première raison, c'est la présence d'une dépression sur les îles britanniques qui a aujourd'hui envoyé une perturbation sur le nord-ouest. Et celle-ci a tendance à stagner. La deuxième raison, c'est cette dépression-là, très active sur l'Espagne et qui fait remonter les nuages sur notre pays. Alors, vous ne serez pas étonnés de voir sur notre carte beaucoup de nuages. Nuages d'abord sur tout le flanc sud, donnant des orages et de la pluie, essentiellement sur le Languedoc-Roussillon. Nuages également, disons, des Ardennes du Nord au bassin parisien et au Pays de la Loire. De petites éclaircies sur les côtes de la Manche, de belles éclaircies de la Charente au centre et jusqu'à l'Alsace. Côté température, elle baisse plutôt, regardez, de 15 à 20 degrés, 22 peut-être, sur la moitié nord et de 19 à 26 degrés sur la moitié sud, mais seulement sur la Corse. Demain, ce sera le jeudi, 16 octobre, 2 minutes de soleil en moins. Il se lèvera 7h13, se couchera 17h59 et je suis heureuse de vous apprendre, Bernard, que ce sera la Sainte-Edwige. C'est une bonne nouvelle. Dernier journal, ce sera 23h40 avec, je pense, Philippe Arroir. C'est même sûr, ce sera bien Philippe Arroir. 23h40 et puis demain 13h, votre rendez-vous, c'est avec William Lémergie et Patricia Charnolet. Bonsoir, à demain 20h.